ඊට පස්සේ අපි blir sådär att mjuk, lite mer mjuk. නිදාගෙන උදේ නැගිටලා අපි ඊට සේරුව Alors peut-être que la première chose qu'il faut dire quand on parle de l'œuvre de Thierry Konajewski, c'est ce qui retient en premier lieu. Du reste, c'est l'attachement obsessionnel pour un lieu. C'est une île qu'il habite, qu'il fréquente depuis de nombreuses années et qu'il photographie de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Cette tentative limite de description obsessionnelle d'un lieu, cette façon d'arpenter ce lieu fermé du reste, c'est déjà quelque chose qui le rapproche d'un Robinson, bien sûr, isolé, seul, solitaire, mais aussi d'un auteur. C'est un auteur, il se trouve que c'est un photographe, mais c'est un auteur qui, comme tous les auteurs, peut faire d'une partie du monde la métonymie de l'ensemble du monde. Et ce qui est frappant, en fait, dans ce travail d'arpenteur, parce que c'est le travail d'un marcheur avant d'être celui d'un photographe, eh bien c'est cette dimension presque méditative, contemplative d'un lieu, d'un espace. Il me fait penser à cet égard à la pratique des anciens lettrés japonais qui, à partir des petits jardins miniatures qu'ils pouvaient contempler à travers cette réduction du monde, l'intégralité du monde. Et c'est ce qui, je crois, retient qui retient dans le travail de Thierry Konajewski, c'est cette capacité de passer du petit au grand, de travailler, de coulisser sur les échelles, sur les proportions. Et lorsqu'on voit dans cette exposition ces grands tirages, on ne prend peut-être pas la mesure du regard du photographe, car ces grands tirages sont évidemment des agrandissements. Ces agrandissements, ils relèvent, comme du reste on peut le remarquer dans la littérature épique, de l'amplification héroïque. Il y a dans le regard de Thierry Konajewski sur les choses cette dimension lyrique, cette capacité à faire du petit du très grand, de donner une dimension qui n'est pas la dimension réelle, mais de trouver comme un poète une manière de donner d'autres dimensions et de travailler à d'autres proportions les choses. Alors, avant de venir sur justement le travail du regard que Thierry Konajewski porte sur les choses, je voudrais parler des choses elles-mêmes, puisque on est devant un ensemble de choses. J'aime bien d'ailleurs ce mot de choses, plus qu'objets, puisque ce sont évidemment des objets, ce sont des bidons qu'il photographie. Ces bidons sont souvent des toutes petites choses qui tiennent dans le creux de la main et qui prennent évidemment dans cette amplification épique une dimension lyrique, une dimension guerrière, puisque ces masques peuvent être aussi des masques de guerriers. Ce sont dans le caractère anguleux, dans les ombres portées sur entre guillemets, les orbites. Il y a là toute une poétique du visage qui vient se superposer à une pratique qui est en fait une pratique de la nature morte en réalité, puisque c'est des photographies de choses, de bidons. Alors, c'est peut-être ça qui retient, ce serait peut-être sans doute ça qui fait la complexité et aussi la richesse du travail de Thierry Konajewski, c'est qu'il a le génie d'intriquer trois plans de la photographie. D'abord, je viens de le dire, la nature morte,
la nature morte à la chose, ici des bidons. Et puis, deuxième chose, à travers la manière dont il va travailler les matières, dont il va travailler les plans, très souvent frontal, comme si finalement on était visage contre visage, eh bien il fait des portraits. C'est un autre genre de la photographie qui n'a rien à voir avec la nature morte, mais qui vient là en quelque sorte se superposer et dialoguer avec la nature morte. Troisième chose, au-delà donc de cette nature morte, au-delà de ce travail de portrait, il y a également un travail qui relève du travail paysager, puisque, comme je le disais, le travail de Thierry Koniaszewski, c'est le travail d'un Robinson, arpenteur d'une ville, et donc qui tente de restituer quelque chose de cet espace très particulier, qui n'est ni la plage, ni le bord de mer, ni non plus le début, entre guillemets, de la côte. C'est cet espace intermédiaire, cette poétique du littoral, dans laquelle Victor Hugo logeait des personnages tout à fait fantastiques. Je me souviens d'une lecture des Travailleurs de la mer, où dans les marges du manuscrit de Hugo, eh bien, on voit apparaître des êtres fantastiques qui sont des êtres qui habitent ni tout à fait la mer, ni tout à fait la terre, mais qui sont dans cet entre-deux. Il y a notamment un personnage tout à fait fantastique qu'on appelle le roi des Aucriniers, et qui ressemble à une sorte de monstre. Eh bien, au fond, ces personnages qui font partie du paysage et qui présentent des visages, eh bien, ce sont eux-mêmes des émanations de ce littoral, des émanations de ce paysage. Donc, trois plans qui dialoguent, la nature morte, au bidon, le visage qui habite ces choses et qui leur donne parfois ce caractère un peu ectoplasmique, ce caractère fantomatique. Il y a notamment des images où on a l'impression qu'il y a des voiles, où les choses révèlent leur visage à travers une série de voiles, comme cette image-là qu'on voit ici. Et puis enfin, il y a le paysage. Et ce paysage, comment il apparaît dans ces bidons ? D'abord parce que les bidons sont une partie de ce paysage. Quand on regarde, comme Thierry Koniaszewski le fait, le paysage de près, puisque c'est parfois dans les petites anfractuosités du rivage et des rochers qu'il découvre ces bidons, eh bien, ces matières plastiques participent d'une certaine manière à la matière même du littoral. On le voit d'ailleurs à travers des visages ou des portraits ou des masques ou des casques qui sont fracassés par la mer, fracassés par les rochers, par les roches, et c'est donc toute une poétique peut-être cataclysmique, quelque chose comme au fond, ça me fait penser un petit peu tous ces bidons échoués, tous ces guerriers échoués, tous ces guerriers fracassés à une sorte de cimetière des éléphants qui serait en fait l'île mythique d'Énosim, dont l'appellation est suffisamment énigmatique. Elle n'est pas du tout italienne. On n'a vraiment pas quelque chose de très italien. Énosim, ça fait partie de ces îles fortunées que les poètes médiévaux imaginaient. C'est des îles qui sont là, qui ne sont pas là, qui apparaissent, qui disparaissent. Ça me fait penser d'ailleurs à une île qui était très connue au Moyen-Âge, qui s'appelait Abaton. Abaton, c'est une île qui recule au fur et à mesure qu'on veut y aborder. Alors pourquoi l'œuvre de Thierry Koniaszewski
est émouvante. Où trouver la source de cette émotion ? La source de cette émotion, elle est peut-être dans le regard lui-même. Le regard du photographe sur ces choses, et puis le regard auquel il invite le visiteur sur ces choses. Qu'est-ce qui nous émeut, nous humains ? Qu'est-ce qui est plus émouvant que le visage d'un autre humain ? D'une certaine manière, nous nous définissons, c'est le philosophe Lévinas qui en parle le mieux, mais nous nous définissons par les visages. Notre manière d'être au monde, c'est de se présenter à l'autre dans une nudité fondamentale qui est celle du visage humain. Le visage animal est couvert de poils, le visage animal, il n'a pas de cou, la tête est dans le corps, alors que les millions d'années d'évolution de l'être humain ont fait que la tête est sortie, le visage est sorti, comme s'il appelait, comme il était déjà un appel à l'autre humain, et un appel, une présentation qui est une sorte de risque de sortie de soi devant l'autre. Et là, nous sommes, nous, et le photographe et lui, face à des visages dont la peau est faite, bien sûr, d'un matériau particulier, puisque ce sont des peaux de plastique, hein. Mais le regard du photographe, c'est le regard d'une projection anthropocentrique. Le regard de ce photographe, c'est le regard d'un photographe qui projette le visage sur la matière des choses. Ces bidons sont en quelque sorte des écrans où peut-être cette volonté de rencontrer les autres, cette volonté d'aller à la découverte du visage des autres, eh bien, prend forme malgré le plastique, prend forme malgré les accidents qui ont déformé, fracassé, cassé, troué ce plastique, malgré parfois la forme étonnante, étrange et peut-être lointaine du visage que présentent ces bidons, eh bien c'est quand même le visage de l'homme qu'on retrouve. Il y a là, au fond, comme Bachelard dirait, c'est une rêverie autour des choses et de la matière, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire lorsqu'on est enfant et qu'on regarde les nuages, eh bien, tout d'un coup, on voit des visages, on voit des formes qui apparaissent. Eh bien, Thierry Konieczewski, avec ses bidons, a cette même démarche de rêverie sur les choses, cette rêverie qui fait apparaître dans les formes, qui fait apparaître dans les matières, qui fait apparaître dans les surfaces des yeux, un nez, une bouche, souvent une bouche d'ombre, dirait Victor Hugo, des yeux qui sont des yeux évidés, des yeux qui n'ont plus que les orbites. C'est la raison pour laquelle ce travail a aussi quelque chose d'un peu funèbre. C'est probablement, je le disais tout à l'heure, mais un cimetière de ces âmes qui ont fini finalement qui ont fini de voyager, qui ont fini le parcours de leur vie, qui sont arrivés et qui ont trouvé en quelque sorte leur repos. Dans ces visages, dans ces formes anthropomorphiques, il y a plusieurs choses. Il y a des corps avec des anatomies, des beaux bustes. On peut les voir, notamment dans cette belle image qu'on a derrière nous. C'est presque un torse grec, un torse qu'on aurait découvert, qu'on aurait exhumé, voilà, qui est là, avec ce côté un petit peu marmoréen qui donne ce velouté en fait au plastique. Et puis il y a aussi ces orbites, ces yeux, hein, qui nous regardent et qui regardent surtout la mer. Ils nous font penser inévitablement au statue de l'île de Pâques, ces grandes orbites qui regardent à la fois la mer et aussi les étoiles. Il y a quelque chose d'un peu métaphysique dans ces
dans ces bidons qui scrutent et qui attendent. Il y a peut-être dans ce travail aussi quelque chose qui donne cette émotion, qui donne cette tension, presque cette vie, c'est cette attente que les yeux expriment. Et puis, il y a aussi ces bouches rondes, qui sont des bouchons, hein, ces bouches d'ombre, ces bouches noires, qui ne peuvent plus articuler quoi que ce soit, mais que le travail de l'artiste qui accompagne Thierry Konajewski eh bien, fait chuchoter. Il y a là comme des voix d'ectoplasme, des voix de fantômes, des voix qui se racontent, des histoires, des batailles, des rencontres, des amours peut-être, et qui font peut-être la matière même du bruit qui habite ces images silencieuses. Pasó algo real, ¿no? El suelo entendía lo que pasaba. Antes del terremoto era como gelatina, ¿no? Es decir que කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් තියෙනවට පමණයි. برای به یاد آوردن یه خاطره از کودکی من بچه නැගිටලා همونطور که من گفتی که میتونم උදේ නැගිටින්න ඉස්සෙල්ලා කොහොම හරි අපි කියන්නේ මම ටක් ගාලා කන්න හැදුවා කොට.